Alors là, en Kama, y a pas à dire, vous avez fait très fort. Salut à tous, ici Regan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ça y est, on est enfin à la moitié de la saison 4 de Wakfu. Donc on va faire un petit débrief de tout ça. Enfin, surtout à la fin, là, on va d'abord voir les 2 épisodes qui sont sortis. Et ensuite, on fera un petit débrief pour dire, voilà, quels sont les points forts et les points faibles actuellement de cette moitié de saison. Donc tout d'abord, nous avons 2 choses à retenir de ces épisodes. Déjà, de 1, c'est qu'il y a l'attaque des Necromes. Et de 2, une révélation hyper importante que je vous avais déjà dit lors de ces 2 derniers épisodes depuis le début de saison en réalité. C'est que le vieux est le père d'Evangeline, oui. Pour ceux qui étaient au courant de ce que Todd voulait faire avec Evangeline à la base, on le savait tous, hein, mais vraiment on n'y croyait presque pas en fait intérieurement. Au fond on se disait non, c'est pas possible, enfin quand même si, mais... Et ils l'ont fait. Sauf que cette nouvelle n'est apparemment pas très bonne pour nos héros, puisque tout simplement, il finit par arriver à la maison des Perceval, et il rencontre tout d'abord Tristepin, avec qui ça matche pas trop. Alors Tristepin, il a été exactement comme nous, il était trop content, il était trop content d'avoir un beau papa, mais visiblement Madagascar, qui apparemment s'appelle comme ça donc, n'était pas très content de voir Tristepin, et même au contraire, puisqu'il a demandé de partir de sa maison, de quitter Evangeline parce qu'apparemment il les met en danger, elle et ses enfants. Bien sûr, ce qui n'a pas plu au reste de la famille qui est vite sorti et s'est engagé un petit combat entre Evangeline, Flopin et Papa, qui était plus un test de compétences qu'autre chose à vrai dire. Et donc on peut voir que Madagascar visiblement est très proche du coup d'Evangeline et de Flopin, plutôt qu'Eleli ou Tristepin. Du coup, chez la famille Perceval, il y a un petit peu moins de yup, du coup ça va faire plaisir à Evangeline. Enfin, pas tellement parce que Evangeline ne se souvient pas de son père. Moi je m'attendais à ce qu'elle se souvienne de lui, et par le fait que ce soit un assassin, soit choquée de le revoir, du fait que peut-être qu'elle sait son métier et pourquoi ça fait 20 ans, même plus en fait, depuis sa naissance, qu'elle a pas vu. Et à la fin de l'épisode, tout simplement, elle rentre à la maison un peu fâchée. On a Evangeline qui demande à Tristepin d'aller chercher son père pour entrer et discuter avec lui. Donc dans le prochain épisode, on aura, même dans les prochains épisodes, peut-être ce sera pas fait direct, mais on aura une discussion entre Evangeline et son père, et j'ai vraiment hâte, j'ai très très hâte d'en savoir plus. Parce qu'Evangeline n'avait pas beaucoup de lore comparé au reste de la confrérie. On savait juste qu'elle était la garde du corps d'Amalia, et qu'elle a une sœur qu'on a appris en saison 2, et depuis, rien quoi. Donc là, ça peut rajouter vraiment quelque chose de très intéressant, et de très drama qui colle bien avec l'univers plus sombre qu'ils essayent de coller à cette saison. Et donc ensuite, nous avons tout simplement l'attaque des Necromes sur ces 2 épisodes, et on va le dire, les héros sont dans la merde. Ils sont dans la merde tout simplement parce que les Necromes sont vraiment invincibles. Tout simplement impossible à tuer, vraiment c'est que de la piétaille qui est arrivée, et ils sont dans un nombre titanesque, il y en a partout, il n'y en a pas un seul pour en tuer un, pas un seul. Et c'est même pire que ça, puisque même un seul d'entre eux est capable de maîtriser un Yugo, qui est quand même adulte maintenant, pas physiquement mais c'est un adulte dans les faits, qui a quand même un niveau de Wakfu quand même très élevé, qui a vaincu bon nombre de méchants, et qui est incapable de se défaire de 3 pélos, et même l'arrivée de Nora et de Kilby ne les a pas mis KO, donc 3 héliatropes primordiaux, ça défait pas un petit groupe de 3 Necromes. Ils sont foutus. Et ce côté vraiment de détresse et d'impuissance, c'est caractérisé par la déesse Héliatrope, qui dans les 2 épisodes, elle est en train de péter son crâne, elle en peut plus, et vraiment, voir la déesse Héliatrope elle-même flipper devant la menace, je vous assure, j'ai eu des frissons. Devant ce moment-là. C'était quelque chose. Il n'y a pas meilleur moyen d'annoncer une menace en fait. Quand t'as une déesse elle-même qui est en plus déesse qui a créé l'univers, qui flippe devant même ces trucs-là, c'était quelque chose, les gars. Et donc, avec le début de l'attaque des Necromes, la déesse veut s'enfuir de ce monde, l'abandonner carrément parce que c'est impossible de les battre, c'est
et même si la déesse est grand amour, hein, dans les faits, quand t'as un monde qui est pas capable d'être défendu, qui va se faire vider de son wakfu jusqu'à la dernière goutte, tu peux rien faire d'autre à part t'enfuir là pour le coup. On peut pas lui en vouloir, hein, vu la gueule des trucs. Un seul pion, c'est pas possible de le battre avec 3 électropes primordiaux. Tu vas faire quoi contre les vrais bails quoi. Donc là vaut mieux s'enfuir. Sauf Yugo bien sûr. Yugo qui a un cœur chevaleresque, qui est connu donc pour son côté héroïque dans le Conseil des Six. Et donc bien sûr il va aller au royaume Sadida pour retrouver Amalia et voir où en est la menace. D'ailleurs il faut le dire, les nécromes ça absorbe le wakfu, mais comme Nox ne l'a jamais fait, parce que Nox visiblement les arbres ils ont pu repousser. Là j'ai l'impression que la terre est vraiment devenue stérile au point que tu pourras plus rien faire repousser avant des siècles. Là, c'est le niveau d'absorption de wakfu, ça a l'air beaucoup plus énervé que Nox. Et on peut observer par là que le royaume Sadida, visiblement, c'est un peu le petit chouchou de tous les méchants du Cosmos. Ah, c'est bien simple, hein, dès qu'il y a une menace, ça passe par le royaume Sadida. Le seul mec qui a pas fait une dinguerie à ce royaume, c'est Kilby, depuis le début de la série. Et encore, c'est parce qu'il était trop faible, heureusement pour eux, quoi. Mais ouais, là, les royaumes Sadida... c'est eux qui prennent tarif en premier, si vous voulez. Là, tout le monde va prendre. Tout le monde va prendre. Mais le royaume Sadida, c'est encore les premiers à prendre cher, quoi. Et donc, c'est par cette attaque qu'on peut découvrir donc un autre des frères dragons du conseil Héliatrope, donc Ephraim, qu'on a déjà vu un peu avant, mais là qu'on peut voir plus, qui est une sorte de chef de nécrome, visiblement. Donc, j'ai l'impression que les nécromes, visiblement ça absorbe le wakfu et ça peut permettre de corrompre et de mettre quelqu'un à son service, de le transformer en nécrome. Et là, vu le nombre de persos puissants qu'il y a, j'ai l'impression que c'est plus avantageux pour eux de convertir un héros en nécrome plutôt que d'absorber son wakfu. Parce qu'il y a Ephraim, et Ephraim en fait, déjà on sait pas comment il se transforme en nécrome, mais visiblement ça peut être tout le monde, parce que tu as des Sadida, alors même s'ils ressemblent absolument pas à des Sadida, tu as d'autres avec des crânes et des capes, donc peut-être des SRAM, j'en sais rien du tout. Et Ephraim, donc visiblement, les nécromes ce n'est pas une seule espèce, c'est tout un tas d'espèces de tout le Cosmos qui sont visiblement corrompus. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'ils peuvent être décorrompus parce que là, Ephraim, c'est le seul là qu'on veut sauver, les autres on s'en fout. Ephraim, je me demande si on peut vraiment le ramener ou pas. Mais vu à quel point on en est dans la série, je pense pas, je pense qu'il va mourir. Bon, c'est dommage, hein, parce que tu découvres un autre frère dragon, et là, quick, c'est devenu un antagoniste, le pauvre. Ensuite, nous avons un personnage qui fait sa réapparition après un petit temps d'absence, Adamai, qui revient avec les 6 Dofus primordiaux, on ne sait pas d'où. Alors les Dofus visiblement ont été détruits, parce que dès qu'un Dofus est détruit, il revient dans son point de sauvegarde, et Adamai visiblement les a tous retrouvés, sachant qu'un Dofus est quand même éloigné l'un de l'autre, donc il a fait le tour de la Terre. En plus, niveau temporalité, dans cette saison c'est vraiment mal fait, parce qu'on a l'impression qu'il s'est passé un seul jour. Il n'y a pas eu un plan de nuit ou quoi que ce soit, donc vraiment on dirait qu'il s'est passé un seul jour depuis qu'ils sont revenus de la dimension de repos. Sauf que là on nous dit, un coup on nous dit qu'il s'est passé quelques semaines, un coup on nous dit qu'il s'est passé quelques jours. Donc je sais pas, visiblement il s'est passé quelques semaines depuis, mais on n'a vraiment pas l'impression. On dirait vraiment qu'il s'est passé genre un jour depuis qu'ils sont revenus. C'est très bizarre niveau temporalité. Enfin bref. Donc on a Adamai qui revient avec les 6 Dofus et primordiaux, et qui pour moi est une grosse facilité scénaristique. Voilà, le fait qu'en quelques jours il ait pu retrouver des Dofus qui sont éparpillés aux 4 coins du monde comme ça, sans aucune difficulté. Bon voilà, en plus ça casse avec ce qu'il arrêtait pas de dire à Yugo, que les Dofus ne sont pas utilisés à la légère. Pourtant lui, visiblement c'est devenu le gardien des Dofus, le mec il va tout le temps les utiliser, en fait il les garde pour lui. Donc voilà, dans les OAV, dans la saison 3, il énervait Yugo, il lui a fait une guerre pendant 2 ans à cause de ça, et visiblement lui ça lui dérange pas d'utiliser les Dofus. Et donc Adamai de son côté fracasse la tronche à un petit groupe de nécromes qui s'en prennent au royaume de Lance-Dur, et c'est là où on peut vraiment se dire que les héros sont vraiment foutus. Parce que autant les autres, les 3 héliatropes primordiaux, ils sont pas foutus de battre un nécrome, mais là on parle d'Adamai,
qui est déjà, on va dire, au niveau puissance Yugo. Donc en termes de puissance, ils sont à peu près similaires, donc c'est quand même ils sont quand même très forts. Et là, c'est Adamai avec les 6 Dofus primordiaux. Donc là, il a la puissance d'un dieu. Il est même plus puissant qu'un dieu limite. Enfin, que les 12 dieux, je veux dire. Et il est pas foutu d'en battre un seul. Donc, enfin, concrètement, si, il y en a un, il l'envoie dans l'espace. Mais genre, je veux dire, c'est pas comme si c'était hors d'état de nuire. Il leur fout des pains, mais ils sont pas KO. Et il a même failli se faire sceller par quelques-uns d'entre eux. On a même une révélation qui fait froid dans le dos, dans le sens que pendant qu'ils essayent de le bloquer, il y en a un qui dit « On a déjà battu des entités plus fortes que toi ». Donc voilà où est-ce qu'on en est actuellement dans cet épisode 6. La bataille a commencé, les héros sont dans la mouise, il va falloir leur trouver un moyen de vaincre les Nécromes, et surtout, pitié que Tauros arrive là, parce que ça fait longtemps qu'on l'attend. Deuxième moitié de saison, faut qu'il arrive. En plus, on a déjà entendu parler de son nom dans ces épisodes, Gloire à Tauros, etc. Donc j'ai vraiment hâte qu'il arrive parce qu'il a l'air vraiment incroyable. Vraiment génial en termes de design, le mec il est fou. En termes de pouvoir, le fait d'avoir la stasis et tout, c'est quelque chose qu'on a très rarement vu dans la série, donc ça peut donner vraiment quelque chose de stylé. Et en termes de personnage, on a l'air de se rapprocher d'un Nox, de style je récupère du Wakfu pour retrouver quelque chose. Donc j'ai vraiment hâte de le voir d'ici ces prochains épisodes. Donc qu'est-ce qu'on peut dire arrivé à cette moitié de saison? Bah écoutez, c'est super. C'est vraiment super ce qu'on a actuellement. Je suis très satisfait de cette moitié de saison pour l'instant. Alors les premiers épisodes, les 2 premiers, voire même 3, c'était un peu confus parce que ça prenait son temps, ça prenait beaucoup son temps. Mais c'était utile pour développer et installer des choses qui vont péter à partir de la moitié de saison. Donc finalement c'était un mal pour un bien. Et franchement, c'était du très très bon Wakfu. Alors on va essayer de détailler ça point par point comme la dernière fois en fin d'épisode. Donc en termes de musique, j'ai pas noté quelque chose d'incroyable dans cette saison. J'ai pas noté forcément de musique des anciennes saisons. Peut-être le thème des héliotropes. Et là je vois pas quoi d'autre. Donc rien qui m'a sonné incroyable à l'oreille. Ensuite en termes d'animation, écoutez, on est vraiment dans la suite de ce qu'on a eu avant. Vraiment c'est une animation très fluide, très dynamique, très lisible. Vraiment c'est magnifique encore une fois. Je noterai juste quelque chose qui n'est pas forcément en rapport avec l'animation mais plus avec le design. C'est vraiment l'absence de détails chez les personnages. C'est-à-dire que Yugo avant il était fourmissé de détails avec la petite boucle là, je sais pas si vous savez. Je vais peut-être même mettre une petite comparaison avec Yugo, parce qu'on a déjà eu ça à partir de la saison 3, que des personnages perdaient en détail. Donc Tristepin qui a la croix qui s'arrête au niveau du col, mais il n'y a pas la croix qui continue dans son dos, dans sa cape, comme on a vu la saison 2 tout simplement. La cape en fait, la croix ça continue sur tout le t-shirt, là en fait ça fait juste une petite croix. Ensuite voilà, Yugo qui perd en détail sur ses habits, Killby visiblement, donc je sais pas si c'est à cause du fait qu'il n'y ait pas l'Iliacube, mais il a pas ces taches noires etc un peu partout. Donc on a un style plus épuré et moins détaillé, et qu'on retrouve d'ailleurs avec les masques qui se mettent sur la bouche pour éviter d'animer les bouches tout simplement. Je trouve ça un petit peu dommage là-dessus, mais c'est vraiment pour chipoter quoi, même s'ils auraient pu éviter de claquer 100 000 € sur un OAV de repos misérable pour mettre 100 000 € sur les détails. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Tout ce que j'avais à dire là-dessus. Ah ça ne manquera jamais. Au repos, il va toujours se prendre un petit tacle, le pied bouge dans la gueule. C'est un véritable plaisir. Et ensuite, en termes de scénario, écoutez, ça s'installe. Enfin, ça s'est installé durant toute cette première partie. On pouvait trouver ça un peu long, mais finalement, ça avait son utilité. Ça a permis d'installer donc ce qui arrive maintenant et ce qui va arriver après. Donc voilà. Et par contre, j'ai vraiment hâte de voir la confrérie se réunir, parce que c'est vraiment un peu tous à droite à gauche. On dirait qu'ils sont tous indépendants des événements, mis à part Amalia et Yugo qui sont toujours très connectés. Ruel, je sens qu'on va pas beaucoup le voir cette saison, du fait que son acteur est mort. Là on l'a vu on l'a vu une fois sur sa moto, ensuite c'est tout. Les Persodal, j'espère qu'ils vont faire quelque chose, enfin en tout cas Tristepin et Goultar aussi. Parce que vraiment, ils sont tous séparés les uns des autres et on perd cette connexion qu'on a eue pendant 3 saisons.
Donc j'espère qu'ils vont vite se retrouver. Donc voilà, et pour du coup pour la deuxième moitié de saison, est-ce que j'ai des attentes? Eh bien écoutez, vu ce qu'on a actuellement, j'ai pas beaucoup d'attentes. Le scénario va continuer, il va faire ce qu'il est en train de faire actuellement, donc à continuer dans le positif. L'animation, ça va toujours être très quali. Les OST, j'espère en attendre quelque chose un petit peu plus élevé avec cette deuxième partie, surtout pour les Necrom et Tauros. J'espère que Tauros il va avoir un thème légendaire. Sinon, bah écoutez, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, s'ils pouvaient éviter de faire comme dans la dernière saison et de rusher sur les 2 derniers épisodes parce qu'ils n'ont pas eu le temps de faire un truc correct, d'éviter d'avoir quelque chose de misérable. Mais bon, le seul truc misérable de la saison dernière, c'est en fait c'était repos, donc dès qu'il ouvrait sa bouche, c'était pour dire n'importe quoi, donc mais là, vu qu'on a un antagoniste qui est pas du tout pareil, qui est pas une copie Wish de Yugo, et qui est là, je suis un antagoniste qui a tout fait en fait, lol, j'ai tout fait. On n'a pas un méchant fait par flemme, donc là on a un méchant qui visiblement a été travaillé, donc bah écoutez, j'ai pas trop de crainte vis-à-vis de ça, j'ai quand même, on va dire, 10% de crainte qui foirent la fin de saison, mais j'espère qu'ils ont appris de leurs erreurs, et de toute façon, on verra ça. Bon et bien voilà, alors on va pouvoir bientôt se quitter. Alors normalement ça devrait être un épisode un petit peu plus court que d'habitude. Bon écoutez, déjà c'est pas plus mal, et puis surtout bah, dans cet épisode il y avait concrètement, fallait juste dire que bah, c'était vraiment combat et survie. Donc voilà, bah écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette moitié de saison pour l'instant vous plaît tout comme à moi elle me plaît. Si c'est le cas, bah écoutez, je vous laisserai liker cette vidéo, écrire en commentaire sous cette vidéo de ce que vous pouvez dire sur celle-ci ou sur la saison 4 actuellement, qu'on puisse voir un peu parler ensemble de cette saison et de Wakfu en général. Et aussi, bien sûr, le plus important, de vous abonner et de ne pas louper la suite. Et sur ce, bah moi je vous dis à la prochaine. Ciao!